Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire Zoom Sur. Au menu ce soir, les discours d'investiture du président de la République. Quelles priorités, quels engagements, quelles sont les principales annonces et orientations? Mes invités que je m'empresse de vous présenter, Selmoul Salihi, qui est journaliste, chroniqueur et analyste. Bonsoir. Bonsoir. Et M. Bakary Gaï, journaliste, éditorialiste et analyste, lui aussi, décortiqueront le discours d'investiture du président de la République pour un nouveau mandat. Mais avant cela, je vous propose de suivre un sujet introductif préparé et présenté par notre collègue Bokar Baylaba. La préservation des acquis réalisés au cours des 5 dernières années et leur consolidation pour construire un état de droit, de sécurité et de développement passe par l'accélération de la mise en œuvre du programme électoral approuvé par les Mauritaniens. Telle est la quintessence du discours prononcé par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, lors de la cérémonie de son investiture. Et à ce sujet, il a déclaré que ce programme n'est pas un simple document élaboré à des fins de campagne électorale, mais un contrat et un engagement dont il n'épargnera aucun effort pour honorer les engagements qu'il contient. Il a invité tous à conjuguer les efforts pour participer à la mise en œuvre rigoureuse et efficace de ce programme afin d'assurer la réalisation de tous ses buts et objectifs. Il a indiqué que conformément aux dispositions de ce programme, il accordera la priorité à la garantie de la sécurité et de la stabilité, base et conditions indispensables à la réalisation de tout programme de développement. Dans ce contexte, il a déclaré que l'État mobilisera tous les efforts et toutes les ressources pour mettre en œuvre rigoureusement les différents volets de la stratégie de sécurité intégrée et opposera fermement et vigoureusement à tout ce qui pourrait porter atteinte à la sécurité et à la stabilité de notre pays. Le président de la République a déclaré qu'il s'emploiera également à consolider l'unité nationale et la cohésion sociale, en luttant contre tous les facteurs de division et de discorde qui se nourrissent de faux stéréotypes tels que les fausses hiérarchies, le tribalisme et le clanisme, et en cherchant à consacrer l'égalité de tous en dignité, en droit et en devoir, ainsi qu'une répartition plus équitable des richesses et des opportunités. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a déclaré que la cohésion sociale et l'unité nationale sont la digue de protection et la forteresse imprenable face à tous les défis, et l'État n'acceptera jamais de les compromettre, quelles que soient les circonstances, et quiconque pense qu'il peut d'une manière ou d'une autre, et sous quelque bannière que ce soit, porter atteinte à l'unité et à la cohésion sociale, se trompe lourdement. D'ailleurs, il a déclaré avoir souligné à maintes reprises que ce mandat sera mené par les jeunes et pour les jeunes, et il l'a réaffirmé hier. Il a insisté que ce sera un mandat de la jeunesse, parce que la jeunesse est l'espoir de notre nation, sa force, son présent et son avenir, et il n'y a pas d'espoir pour une nation qui ignore sa jeunesse, laissant ses énergies hors des voies de l'éducation, de la formation, de l'intégration et de la participation. Dans son discours, le président de la République a déclaré que l'État consacrera toutes ses politiques publiques à la lutte contre le chômage, à l'éducation, à la formation et à l'intégration des jeunes, de tous les jeunes, quel que soit leur parcours. Et il a indiqué que l'État œuvrera à la mise en place d'une administration dotée des ressources nécessaires et de larges compétences pour traiter les questions de jeunesse dans toutes leurs dimensions, ainsi qu'à la création d'un mécanisme tendant à organiser un service civil volontaire qui contribue à encadrer, former et inculquer les valeurs de la fraternité et de la citoyenneté. Il a déclaré que l'efficacité des politiques publiques au service de la jeunesse en particulier et des citoyens en général dépend de la bonne gouvernance, et la lutte contre la corruption sera décisive et implacable. Dans ce sens, il a indiqué qu'il n'y a pas de développement, pas de justice, pas d'équité avec la corruption et donc pas de tolérance à son égard. Dans le même ordre d'idées, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a souligné que la lutte contre la corruption, les pots de vin et la mauvaise gestion est l'affaire de tous. C'est la lutte des appareils administratifs et judiciaires,
la lutte des organes de contrôle et d'inspection, l'élite intellectuelle, des leaders d'opinion, de la société civile, de la presse et des hommes d'influence au sein de la société. Et cette élite ne peut être gagnée de manière décisive que grâce aux efforts concertés de tous. Il a précisé que cette politique de lutte contre la corruption s'inscrira dans une stratégie plus large visant à réformer et à moderniser l'administration, à la rapprocher du citoyen et à en améliorer les services. Le président de la République a indiqué que l'État est conscient que les réformes profondes, qui nécessitent un changement d'approche, de mentalité, de comportement et de mécanismes de travail, se heurtent souvent à de fortes résistances sociales et administratives, et tout le monde est tenu d'œuvrer pour éviter que ces résistances ne freinent la dynamique de la réforme ou ne l'empêchent d'atteindre ses objectifs. Dans son discours, le président de la République a déclaré que l'État continuera à soutenir les programmes et projets de filets sociaux afin d'améliorer leur qualité et leurs critères de ciblage et de renforcer leur diversité et leur inclusivité comme l'un des piliers de la lutte contre la pauvreté, l'injustice et l'exclusion. Et à ce sujet, il a déclaré que l'État placera la réhabilitation et la promotion du capital humain en tête des priorités dans la prochaine phase. Et dans ce contexte, l'État poursuivra le projet d'école républicaine et soutiendra le système éducatif en élargissant l'offre, en augmentant les taux d'accès, en améliorant la capacité d'absorption et en œuvrant à la diversification et à l'élargissement de l'offre de formation professionnelle et universitaire. Il a rappelé qu'il n'y a rien de plus efficace que l'éducation, la formation et la réhabilitation pour améliorer la vie de l'individu et de la société. Concernant les services de base, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a déclaré que l'État travaillera également à l'amélioration significative de la qualité et de l'accès à l'eau, l'électricité et la couverture santé, ainsi qu'à la lutte contre l'inflation et la vie chère, et à tout ce qui contribue à l'amélioration du pouvoir d'achat des citoyens. Il a déclaré que tout cela suppose d'entreprendre les réformes nécessaires pour préserver les grands équilibres économiques et diversifier l'économie en privilégiant les secteurs productifs en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, ce que l'État s'efforcera de faire avec l'aide d'Allah en utilisant toutes les ressources naturelles de manière sage et rationnelle. S'agissant des défis auxquels l'État est confronté sur la voie de la construction de la Mauritanie que nous voulons tous et la gravité des crises interdépendantes qui secouent le monde, qui nous entourent, notamment les crises sécuritaires, économiques et environnementales, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a indiqué que tout cela nous oblige à rester unis comme un seul homme ou comme une structure solide qui se renforce mutuellement. Et il a déclaré que ce n'est qu'ainsi que les objectifs seront réellement à notre portée. Alors unissons-nous et retroussons nos manches et avec l'aide d'Allah, nous obtiendrons le pays que nous désirons tous, souhaitant longue vie à tous et vive la Mauritanie, une Mauritanie libre, sûre et prospère. Merci Bokar Baylaba pour ce résumé détaillé. J'ajouterai tout simplement qu'à la cérémonie d'investiture d'éminentes personnalités, dont des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des représentants d'organismes internationaux, ont pris part à cette cérémonie. Qu'est-ce que cela représente pour vous, chers collègues? Effectivement, il y a des délégations venant de 40 pays, exactement. Ces délégations comportaient des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des présidents d'Assemblée nationale, des représentants des États. Et c'était pratiquement de tous les continents, pratiquement des États-Unis, de l'Europe, du monde arabe, de l'Asie, d'un peu partout. Donc, du coup, qu'est-ce que ça représente pour nous? C'est d'abord une marque d'estime et de considération pour les pays, pour son processus démocratique, pour ce rendez-vous institutionnel qu'est les élections. C'est aussi une reconnaissance de la crédibilité et de l'excellente image du président de la République au niveau mondial. Et c'est aussi, enfin, d'ailleurs, le président de la République n'a pas manqué dans son discours de souligner qu'il apprécie la signification de cette présence-là. Donc, grosso modo, c'est ça essentiellement. Effectivement, comme l'a dit Selmou, moi je crois que, en tout cas, c'est un signe qui ne trompe pas, cette présence remarquable, en tout cas, d'une quarantaine de délégations venues
du monde entier. Donc tous les partenaires étaient représentés en très haut niveau. Donc cela dénote tout simplement de la très bonne image dont jouit la Mauritanie à l'international. Et ça, je crois que c'est en tout cas le résultat du travail diplomatique remarquable que nous avons constaté en tout cas ces dernières années. Vraiment une présence diplomatique vraiment très remarquable. Donc cela dénote également du dynamisme de la présidence de l'Union africaine qui est assurée par le président de la République. Vous savez que depuis qu'il a en tout cas commencé son mandat, il sillonne le monde vraiment pour défendre les intérêts de l'Afrique. Et cela a été reconnu d'ailleurs par le président de la Commission de l'Union africaine, qui était lui d'ailleurs présent à la cérémonie. Donc moi je crois que c'est un ensemble de facteurs qui font que vraiment ce rendez-vous était quand même une marque vraiment de reconnaissance vraiment de la Mauritanie à l'international. Effectivement, tout à fait. Revenons à présent au discours proprement dit. Quels sont seulement les principaux engagements et priorités qui ont attiré votre attention dans ce discours-là? C'était pratiquement un discours d'engagement. Il y avait des engagements qui étaient forts et des engagements qui étaient nouveaux. Et ces engagements, évidemment, s'inscrivent dans le cadre du nouveau programme électoral, mon ambition pour la patrie. En termes d'engagement, la priorité, avec le discours, la priorité est donnée à la garantie de la sécurité et de la stabilité et à la mobilisation de tous les efforts pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité intégrée. Il y a aussi une priorité très forte, c'est-à-dire la consolidation de l'unité nationale et de la cohésion sociale. On viendra en détail comment ça se passera. Et il y a aussi l'engagement fort en termes d'implication de la jeunesse, avec l'annonce, dans la traduction en français du discours, il a été mis une administration dotée de ressources qui abordera les problèmes de la jeunesse dans toutes leurs dimensions. Mais c'est en fait la promesse électorale du président de la République, qui est la nouvelle délégation pour les jeunes. Donc c'est un engagement aussi qui est donné. Et les engagements aussi sont énormes. Il y a la promesse d'un mécanisme pour instaurer le service civil, ce qui est très important pour encadrer les jeunes, les former, leur inculquer les valeurs de fraternité et de citoyenneté. Et il y a aussi l'engagement très fort qui semble être vraiment un titre majeur pour la nouvelle ère, c'est la guerre sans merci contre la corruption. La guerre sans merci contre la corruption. Nous revenons plus en détail sur ces différentes thématiques qui ont été soulevées dans ce discours. Mais l'unité nationale, la cohésion sociale constitue le socle effectivement. L'ossature même de ce discours qu'il a entamé dès le début du discours. Quelle lecture en faites-vous? Effectivement, cela dénote tout simplement de l'importance en tout cas de ce point, qui est la priorité des priorités, comme cela a été souligné par le président de la République, qui a en tout cas réaffirmé vraiment que l'unité nationale, c'est vraiment quelque chose en tout cas qui sera toujours une priorité pour lui et pour son gouvernement, d'autant plus que cette unité nationale est pratiquement un très grand défi et fait face aujourd'hui peut-être à certaines menaces dont le président lui-même a parlé. Et bon, il a dit que en fait c'est une ligne rouge en tout cas, et que en tout cas il s'engage à ce que cette unité nationale-là soit renforcée et à œuvrer au sein de son gouvernement pour essayer de travailler pour que cette unité nationale puisse se renforcer. Et cela va se faire en fait par en tout cas l'engagement dans le domaine du développement, dans le domaine également de l'égalité de chance, dans le domaine de la justice, de l'instauration de la justice sociale. Donc tout cela est contenu bien entendu dans le programme du président de la République, et donc les instruments également qui seront donc utilisés pour arriver donc à un résultat donc positif ont été également mis en œuvre. Et donc cette unité nationale, cette cohésion sociale, c'est en tout cas vraiment le socle sur lequel sera bâti vraiment
le programme du président de la République. Il a également parlé de l'école républicaine qui est un élément essentiel aussi dans la consolidation de cette unité nationale. Oui, ça, ce sont les codes républicaines, la politique des filets sociaux, la politique en faveur des couches vulnérables. Ça, c'est une continuité de l'ancien programme du président de la République dans le cadre de son premier mandat. Effectivement, l'école républicaine a franchi des pas considérables avec la loi d'orientation du système éducatif, avec la remise au niveau de l'infrastructure scolaire sur le plan national. Vous savez, le bilan quand même de l'ancien mandat, c'est un bilan qui frôle à peu près 4000 salles de classe et un campus universitaire et pas mal d'instituts de formation moyenne qui ont été construits durant le premier mandat. Mais il y a aussi du nouveau actuellement avec l'introduction de l'enseignement des langues nationales dans l'exercice de l'année scolaire 2024-2025. Donc il y a des engagements qui étaient excellents, qui sont maintenus, mais il y a aussi des nouveaux engagements. Les nouveaux engagements, c'est la jeunesse, c'est la lutte contre la corruption, c'est la sécurité et la stabilité, c'est la lutte, la consolidation de l'unité nationale avec la lutte contre le discours qui divise. Et aussi, c'est une politique prononcée en faveur de l'égalité des droits et des chances et des opportunités en termes de répartition des richesses et en termes d'opportunités. C'est riche justement de ce bilan que le président de la République a insisté sur le fait de préserver les acquis dans ce domaine. Comme Bakary l'a dit, les acquis de l'ancien bilan sont en socle. Effectivement, sont en socle pour se lancer dans... Je crois qu'en tout cas, l'école républicaine, c'est un chantier vraiment qui tient beaucoup à cœur le président de la République, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que c'est, en tout cas, cette école républicaine est un facteur d'intégration. Donc, elle va permettre un peu d'intégrer tous les enfants mauritaniens dans une même école, et une école donc vraiment qui va essayer de leur inculquer toutes les valeurs vraiment de l'identité nationale. Et donc, cette école républicaine, le président de la République s'est engagé en tout cas à la renforcer, parce que nous avons par exemple écouté son discours. Il a dit que en tout cas les ressources qui sont destinées à cette école vont être considérablement donc, augmentées. Donc il y aura une augmentation conséquente du budget. Et donc il y a également cette nouvelle donne avec l'introduction donc des langues nationales également dont Chelmou a parlé. Ça aussi, je crois que c'est quelque chose qui était une vieille doléance donc, à laquelle donc, le président de la République a accédé et qui va vraiment renforcer cette unité, cette intégration, cette cohésion dont on a... Parce qu'en fait, on avait, sans interrompre Bakary, en fait, on avait deux écoles. On avait deux Mauritaniens qui ne se fréquentaient pas. Et on avait les langues nationales qui sont dans la Constitution, comme étant des langues officielles, qui sont des langues nationales, et qui n'étaient pas enseignées dans les écoles. Ce qui était quand même un peu surprenant. Donc, c'est une remise des pendules à l'heure. Tout à fait. Et ce qui a attiré mon attention aussi, c'est le fait de dire, et je le cite, que le programme n'est pas un simple document élaboré à des fins de campagne électorale, mais un contrat et un engagement dont je n'épargnerai aucun effort pour honorer les engagements qu'il contient. C'est du nouveau. C'est une profession de foi. C'est une façon de renouveler l'engagement, de renouveler son engagement à mettre en œuvre. D'ailleurs, le président de la République, son premier mandat et son premier programme électoral, il a pratiquement mis en œuvre. Mais c'est toujours très bon devant la communauté internationale et devant son peuple et devant des institutions de prendre cet engagement fort, de se sentir lié vis-à-vis des populations, vis-à-vis du peuple, par un contrat qui dépasse la campagne électorale, qui devient aujourd'hui un contrat politique, qui devient, moi je dirais même un contrat social, qui n'est pas tout simplement un discours de campagne destiné à gagner un électorat, destiné à avoir une majorité. Non, le président de la République réitère ses promesses et dit voilà, je me suis engagé devant vous durant la campagne électorale, maintenant je m'engage devant la communauté internationale, je m'engage devant les chefs d'État, les présidents, les chefs de délégation, je m'engage et devant vous tous,
je m'engage à mettre en œuvre ce programme et à ne fournir à déployer tous les efforts pour que ce programme soit mis en œuvre. Moi, je pense que c'est aussi une manière de rassurer les électeurs, parce que je crois que c'est très important, parce que nous savons en tout cas que généralement les campagnes électorales sont vraiment un terreau favorable pour tous les discours, pour toutes les promesses. Et donc là, moi, je crois que cette profession de foi du président de la République est destinée vraiment à rassurer l'électorat pour dire voilà que tous les engagements qui ont été pris vont être en tout cas traduits sur le terrain concrètement, donc au profit des citoyens. Et je crois que c'est quelque chose de très important, d'autant plus que dorénavant ce programme, c'est le programme de tous les Mauritaniens, comme l'a souligné le président de la République, qui a dit que bon, il est le président de tous les Mauritaniens et que donc ce programme également, il a invité tous les Mauritaniens. Mieux encore, ça c'est très important. Cet aspect, il a invité toutes les forces vives, tous les partis politiques, les leaders d'opinion, la société civile, les leaders d'opinion, les forces vives de la nation, à contribuer à la mise en œuvre et à participer à la mise en œuvre de ce programme qui est maintenant le programme de tous. Et c'est excellent que le président de la République dise, d'abord au début du discours, quand il a félicité les chefs d'État pour leur présence, quand il a félicité le peuple pour sa confiance, il a aussi félicité, quand il a félicité ceux qui ont voté pour lui, il a également remercié ceux qui n'ont pas voté pour lui. Il a dit que c'est peut-être une preuve c'est peut-être la preuve vitalité démocratique. De tout ça justement, et que ça sera pris en considération. C'est peut-être des reproches qui sont faits à son programme, et qu'il prendra ça en considération. Et il a remercié les candidats qui ont compété avec lui. Il les a remerciés pour leur contribution à l'élévation du débat politique et pour leur contribution au raffermissement de la démocratie. Et c'est dans ce cadre justement qu'il a appelé, maintenant, le programme électoral du président de la République devient un programme national. Il a appelé toutes les forces vives à contribuer, à participer à sa mise en œuvre. Moi, je crois que c'est quand même très important ce point. En tout cas, je crois que c'est un point qui est extrêmement important. Ça montre tout simplement la vigueur, en tout cas, de la démocratie mauritanienne. Donc, un président de la République qui, en tout cas, reconnaît tout le bien qu'il pense de ses concurrents, de ses adversaires, et puis qui leur tend la main également. Donc, vraiment, c'est un degré d'ouverture quand même qui est à saluer. Et donc, moi, je crois que, en tout cas, c'est vraiment une continuité, parce qu'on sait que le premier mandat a été marqué par vraiment un apaisement généralisé. Et là, je crois que là également, ça va se poursuivre avec d'ailleurs, pour compléter Bakary, le président de la République a dit que la différence des visions, et ça c'est très important, il faudrait que les gens qui préservent la sécurité, l'unité et la cohésion sont une source d'enrichissement de la vie publique. C'est-à-dire qu'il y a des constantes qu'on doit préserver. Tout comme la diversité culturelle. Voilà, donc voilà, la sécurité, on va en profiter tous. L'unité nationale, on va en profiter tous. La cohésion, on va en profiter tous. Donc ce sont des choses qu'on doit épargner. Et pour le reste, c'est tout à fait normal, dans le cadre de la vitalité du débat démocratique, que nous ayons des visions différentes. Mais nous devons quand même avoir une vision différente sur notre propre sécurité, sur notre unité, parce que quand nous sommes désunis, quand nous sommes à couteau tiré, ça ne s'applique à rien. Donc c'est vraiment important. Tout à fait. C'est-à-dire c'est une acceptation de l'autre dans sa différence. Et comme nous sommes dans une région, la région du Sahel, qui est sujet à des agitations par-ci et là, il a mis l'accent sur la garantie de la sécurité et de la stabilité, ce qui compte beaucoup pour eux. Effectivement, moi je crois que ce point aussi est essentiel, parce qu'il a souligné lui-même, le président de la République, en disant que c'est également une priorité absolue. Donc la sécurité et la stabilité, il a beaucoup insisté là-dessus. Et en disant que sans stabilité, sans sécurité, rien ne peut se faire. Donc ce qui fait que vraiment, il s'est engagé vraiment à mettre en œuvre une stratégie intégrée, une stratégie sécuritaire intégrée, pour vraiment assurer la sécurité et la souveraineté du pays, donc dans un océan qui est vraiment très agité, comme vous venez de le souligner. Donc je crois que c'est là aussi quelque chose de très important, parce qu'on sait aujourd'hui que nous sommes dans une région quand même qui est très agitée, et que donc il est très important, en tout cas pour la Mauritanie, de prendre toutes les dispositions qu'il faut pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Je veux vous entendre sur ce sujet. Moi, je crois qu'en matière de sécurité, en matière de stabilité, le président de la République
D'ailleurs, tout au long de la campagne, il avait parlé de la sécurité et de la stabilité. D'ailleurs, tous les pays du monde qui ont pu avancer, ce sont des pays qui ont assuré leur sécurité intérieure et extérieure et qui ont eu une stabilité. La stabilité, c'est quoi? C'est des élections qui se déroulent suivant le calendrier constitutionnel. C'est là où on renouvelle. Sans incident, tout ça. Donc, c'est ce qui est très important, c'est que les facteurs d'insécurité peuvent être exogènes comme ils peuvent être endogènes. Quand ils sont exogènes, évidemment, nous sommes dans un environnement géostratégique qui est trouble avec l'instabilité politique et la persistance de la menace terroriste et de la criminalité transfrontalière. Mais aussi au niveau intérieur, les coups qui peuvent être portés à notre unité, à notre cohésion, peuvent nous fragiliser, peuvent fragiliser le front intérieur. Le président de la République a appelé au renforcement. Restez unis, détroussez vos manches et travaillons. Il avait conclu, unissons-nous et retroussons nos manches. C'est-à-dire, quand il y a des acteurs qui cultivent la désunion, ça nous fragilise et au lieu de s'attendre à ce que notre sécurité et notre stabilité soient menacées de l'extérieur, elle peut être menacée de l'intérieur. Donc c'est pour cela que le président a placé la préservation et la consolidation de l'unité nationale et de la cohésion sociale comme des priorités dans le cadre des mandats actuellement, au même titre que la jeunesse, au même titre que la lutte contre la pauvreté, au même titre que les axes phares des nouvelles orientations stratégiques pour le mandat 2024-2029. Moi, sur ce plan, je vais ajouter à ce que Selmou vient de dire concernant en tout cas ce problème de sécurité et l'insistance que le président de la République a faite sur la consolidation de l'unité nationale et par exemple invitant à lutter contre les facteurs de division. Il a parlé de tribalisme, il a parlé de clanisme. Absolument. Donc il a également appelé à un changement de mentalité. Et il a insisté également insister sur l'égalité des droits et des devoirs et en disant, je le cite, que la cohésion et l'unité, la cohésion sociale et l'unité nationale, c'est notre digue de protection. Donc là, je crois que c'est vraiment quelque chose de très important. En fait, quand il a parlé des facteurs de division, il est un peu revenu sur les fameux discours de Wadan. De Wadan et de Djeol, voilà. Oui, c'est vrai, il y a des stéréotypes. Il y a des gens qui ont des complexes de supériorité. Il y a des gens aussi qui se sentent... il y a des gens qui se sentent. Mais il faudrait que la loi soit là. La loi soit là pour lutter contre toute forme de discrimination. Il faudrait aussi que les politiques publiques soient là pour repartir équitablement d'investissement. Et il faudrait aussi qu'il y ait de la transparence pour que les opportunités soient ouvertes à tout le monde. Il faudrait que les gens, comme le président de la République l'a très bien dit, il faudrait que les gens soient égaux, d'abord en dignité. Ensuite, en droit, en devoir et en opportunité. Et c'était très important ces trois, parce que c'est ça vraiment des composantes essentielles, vraiment de l'équité, de la transparence et de la citoyenneté. Effectivement. Et comme durant la campagne électorale, il a aussi évoqué le problème de la jeunesse, que ce mandat sera un mandat pour les jeunes et par les jeunes. Et il s'est beaucoup apaisanté sur cette question-là. Comment cela pourrait-il... Voilà, comment cela pourra-t-il être fait? En tout cas, on va revoir brièvement ce que le président a dit et on va voir ce qui probablement sera fait. Le président a dit que la mission de la mise en œuvre de ces engagements sera confiée à la jeunesse. Donc, nous avons déjà vu un signe très fort. Nous avons déjà un Premier ministre jeune. C'est déjà, le président donc a joint l'acte à la parole. La mission de la mise en œuvre de mon programme électoral sera confiée à la jeunesse. Quelques jours après, on voit un Premier ministre jeune. C'est déjà un très bon signe. Le président de la République dit que c'est un mandat pour la jeunesse. Et il définit la jeunesse, c'est quoi? Il dit la jeunesse, c'est l'espoir. C'est de un. Il dit que c'est la force, c'est le présent et c'est l'avenir. Et évidemment, il donne des axes. Comment cette jeunesse-là sera... mise en œuvre. Voilà, la mise en œuvre. Il a parlé d'éducation, il a parlé de la formation, de l'intégration et de la participation des jeunes. Et il a donné l'engagement que toutes les politiques publiques seront consacrées à la lutte contre le chômage, à l'intégration des jeunes. Mais là, il y a une précision, à l'intégration des jeunes, quel que soit leur niveau. Tous les jeunes, quel que soit leur niveau. Les jeunes victimes de la déperdition scolaire, des milieux défavorisés, maintenant ils sont au menu. Et enfin,
Et le président également a parlé de cette administration qui sera dotée de ressources et de larges compétences pour traiter les questions de la jeunesse. Il a également évoqué le poids démographique de la jeunesse qui représente effectivement plus de 60% de la population. Effectivement, ça c'est très important. Donc, comme l'a dit mon collègue Isselmou, donc le président de la République a en tout cas vraiment beaucoup insisté sur cette question de la jeunesse, à laquelle d'ailleurs tout le mandat est dédié. Et donc, il y aura vraiment une nouvelle orientation, une nouvelle politique, une politique beaucoup plus concrète, en tout cas concernant la jeunesse, une politique qui sera vraiment axée sur l'éducation, la formation et l'intégration des jeunes dans la vie active, leur participation dans la vie active. Donc, il y a toute une batterie de mesures qui ont été donc annoncées, dont entre autres donc cette agence, cette délégation à la jeunesse qui sera créée, une délégation qui sera également vraiment qui sera dotée de tous les moyens, une délégation qui sera décentralisée, parce que comme cela a été souligné également, il y aura par exemple au niveau de chaque région donc une représentation de cette délégation qui va s'occuper localement. Parce que vous savez, chaque région a ses spécificités, chaque région a ses opportunités. Et donc, ce sera vraiment un travail de proximité. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'administration sera mise à contribution pour essayer vraiment de mettre en œuvre cette politique. Il a également évoqué la création d'un mécanisme tendant à organiser un service civil volontaire. Oui, c'est une idée très importante. Ça va... c'est pas le service militaire, c'est un service civil, qui n'est pas obligatoire, qui est volontaire, voilà. Donc qui est volontaire, mais qui est très important parce qu'il va encadrer les jeunes, les former, les valeurs, surtout les valeurs de citoyenneté et de fraternité. C'est extrêmement important. Quand on ajoute ce nouveau mécanisme à l'école républicaine, les petits vont commencer à se refréquenter, voilà, donc qui vont et on va voir, chacun va apprendre la langue de l'autre. Quand on ajoute à ça des camps d'été, des colonies de vacances, ça va être comme le modèle des scouts, j'imagine. Le service civil volontaire, c'est un peu le modèle des scouts. Quand on aura des camps de scoutisme durant les vacances, ça va raffermir davantage la cohésion entre les gens. Et cela requiert une bonne gouvernance. Effectivement. Moi, je crois que quand même, c'est très important parce que quand même, ce service volontaire va permettre un peu que les jeunes puissent se retrouver et ça va permettre également de leur inculquer vraiment des valeurs qu'ils n'ont pas aujourd'hui et dont ils ont cruellement besoin. Je crois que quand même, ça va beaucoup contribuer au rapprochement. Et ça va peut-être aussi les amener à être utilisés dans des œuvres d'utilité publique. D'utilité publique, volontariat, pour balayer les rues, etc. Pas tout simplement l'assainissement, les villages, tout simplement l'agriculture. Ils peuvent peut-être même le maraîchage, énormément de choses, les soins, tout ça. Ils peuvent aider partout. Ils peuvent faire des petites heures scolaires. Ils peuvent faire énormément de choses. Donc c'est quelque chose de très important et ça occupe les jeunes. Ça occupe les jeunes. Parce que les jeunes, il faut leur donner. Ça occupe les jeunes et partant, ça contribue au développement. Et ce développement aussi requiert une certaine justice, une certaine équité, il a dit. Une lutte contre la corruption. Tous ces éléments ont été évoqués par le président de la République dans ce discours. Tout ça ne peut avoir lieu s'il n'y a pas une lutte contre la corruption et contre la gabegie et le détournement des deniers publics. Parce qu'il faut des ressources pour ça. Si ces ressources sont détournées, il n'y aura rien pour financer les projets sociaux. Donc, voilà, donc. Moi, je crois quand même que c'est très important pour mettre en œuvre cette politique de jeunesse, de rompre quand même avec une certaine politique dont d'ailleurs les jeunes se plaignent. Donc je crois que cette égalité de chance doit être instaurée et que vraiment les plus méritants doivent toujours être en tout cas les premiers servis. Et je crois quand même que c'est vers cela qu'on s'achemine parce que cela va permettre quand même d'impacter vraiment le développement. Ça va permettre à la jeunesse vraiment de s'épanouir davantage et de contribuer davantage vraiment au développement du pays. C'est extrêmement important, d'autant plus que nous savons que les jeunes, comme vous venez de le souligner, constituent l'écrasante majorité
de la population et vraiment leur contribution au développement. C'est quelque chose qui n'est pas à négliger. Et donc, moi, je voulais aussi ajouter en matière de lutte contre la corruption que ce ne sera pas apparemment l'œuvre seulement du gouvernement. Parce qu'il est au-delà de l'action des appareils administratifs et judiciaires et des organes de contrôle. Pour le président de la République, la lutte contre la corruption, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. Et son succès. Société civile, jeunesse. Tout le monde est appelé à ça. Et je crois que, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais quand le président a parlé d'un nécessaire changement de mentalité, je crois que ça s'inscrit essentiellement dans le cadre de cette guerre contre la corruption, parce que il y a des résistances sociales à la lutte contre la corruption, parce que la société a créé un modèle de consommation qui encourage la gabegie et les détournements de publics. Mais il faudrait vraiment qu'il y ait, le président a parlé d'un nécessaire changement de comportement, de mentalité, pour que ces résistances sociales, il a lancé l'idée qu'il y aura une détermination, il y aura un engagement à ce que ces résistances sociales-là ne freinent pas la dynamique. Dans ce cadre, justement, il a évoqué aussi la modernisation de l'administration et le rapprochement, du citoyen. Effectivement, moi je voulais quand même sur ce point de la lutte contre la corruption qui est extrêmement important et sur lequel vraiment le président de la République a beaucoup insisté en disant quand même qu'il n'y aura plus de gabégistes, en tout cas dans son entourage. C'est très important. Donc, je crois que, en tout cas, tous les ingrédients sont là pour qu'on puisse vraiment lutter contre cette corruption, parce qu'on sait qu'au niveau de l'appareil administratif, judiciaire, au niveau de l'arsenal juridique, tout est là. Nous avons une stratégie de lutte contre la corruption qui a été mise à jour récemment en 2023 et qui s'étale jusqu'à 2030. Donc nous avons les lois et règlements qui sont relatifs également à la bonne gestion des biens publics. Donc je crois également que tous les contrôles, nous avons par exemple plus d'une vingtaine d'institutions de contrôle, mais qui généralement sont pratiquement en stand-by, qui ne travaillent pas. Je crois que tout cela doit être, en tout cas, qui était en veilleuse, doit être relancé pour que l'on puisse vraiment, que cette lutte contre la corruption puisse vraiment avoir des résultats probants. Il a également évoqué la lutte contre un autre mal, la pauvreté. Et pour cela, il disait dans son discours qu'il continuera à la mise en place de projets, des programmes sociaux. Oui, sur ce plan, il y a un très grand travail qui a été fait au cours du premier mandat, qui sera maintenu. Seulement, le président, cette fois-ci, a parlé d'amélioration du ciblage, de l'inclusivité, donc il a parlé essentiellement. Mais ce sera maintenu avec le registre social, dans lequel il y a déjà 200 000 ménages vulnérables qui bénéficient de transferts sociaux et qui bénéficient aussi de l'assurance maladie parallèlement à ça, et qui bénéficient aussi des distributions gratuites d'aliments. Mais aussi, il y a énormément de micro-projets qui sont faits dans des milieux, et il y a aussi des projets structurants, des aménagements agricoles qui sont faits, qui permettent aux populations pauvres de pouvoir travailler la terre, que ce soit au niveau du pluvial ou au niveau de l'irrigué. Donc, il y a un ensemble de politiques qui étaient déjà en place, et le président a permis de les améliorer, d'améliorer en termes de ciblage et d'inclusion. C'est-à-dire qu'il va les étendre davantage, donc il faut s'attendre à ce que beaucoup plus de couches vulnérables en profitent. Et c'est déjà très important, il avait dit dans la campagne électorale, il avait dit que la politique de l'apaisement, la politique de... il appelle ça souvent en arabe, parce que le président dans des meetings s'exprime en arabe, donc ça va se poursuivre. C'est un peu comme l'apaisement politique. Maintenant, il y a de nouvelles priorités qui vont s'ajouter à ça et qui sont très importantes, comme la lutte contre la corruption, l'intérêt pour la jeunesse. Et tout ça, c'est cohérent et c'est extrêmement important. Moi, je crois que, en tout cas, sur ce point, vraiment, c'est important parce que, en tout cas, le président de la République en avait fait sa priorité également durant le premier mandat. Et on a vu qu'au cours du mandat qui vient de se terminer, il y a eu, en tout cas, il a posé des jalons très importants
pour vraiment l'assistance des couches les plus vulnérables. Et parmi ces jalons, il y a par exemple l'assurance maladie, notamment avec la création de la CNAS, vraiment, qui a vraiment beaucoup contribué à vraiment la prise en charge, l'amélioration du cadre de santé des populations. Et sur ce plan, je crois que c'est quand même, il va continuer sur la même lancée. Et il y a également, je crois, un autre point dont nous n'avons pas encore parlé, qui concerne vraiment la qualité, l'accessibilité des services publics. L'accessibilité, voilà, des services publics de base. Oui. Là aussi, c'est très important. L'eau, l'électricité. Vous savez quand même que, effectivement, c'est quand même des demandes insistantes et c'est des priorités pour les populations. Qui ont été évoquées dans ce discours. Voilà, qui ont été évoquées. Et on sait que sur ce plan, beaucoup de choses ont été faites. Mais comme vous le savez, les populations en redemandent toujours parce qu'on sait qu'il y a toujours déficit quand même sur ce plan-là. Je vais compléter. Voilà. Je vais compléter parce qu'effectivement, il a parlé de l'amélioration de l'offre du système éducatif. Quand on parle de l'amélioration de l'offre, c'est-à-dire qu'on va augmenter les infrastructures. Les écoles. On va rendre les écoles plus proches des populations. Les écoles, les instituts, les centres de formation professionnelle. Donc, non, l'éducation de façon plus générale. Il a promis, il y a l'éducation et la formation professionnelle. L'éducation, c'est généralement bon. Mais il a aussi parlé de l'élargissement de l'offre de formation professionnelle des universités. C'est-à-dire que ces centres ne seront plus seulement à Nouakchott et peut-être qu'il faut songer à des universités, à des instituts en dehors de Nouakchott. D'ailleurs, ça a déjà commencé à l'université d'Ayoun. Mais aussi, il a parlé de l'amélioration de la qualité. Bakary en parlait tout de suite, et de l'accessibilité. C'était relatif aux services publics. Les services publics, c'est un plan d'ensemble. Parce que les services publics, c'est l'eau, l'électricité, la santé. Mais le président, dans son discours, il a parlé aussi de l'inflation, de la cherté de la vie. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire la lutte contre l'inflation et la cherté de vie. Et il a dit que tout ceci exige des réformes. Qui vont garantir les équilibres macroéconomiques, mais aussi qui vont garantir le président aussi a parlé de la diversification de l'économie. Ça, c'est des grands axes. En mettant l'accent sur les secteurs productifs. Les secteurs productifs. Et l'objectif, le maintien de l'objectif de l'autosuffisance alimentaire. Vous savez, durant l'ancien mandat, il y a eu des progrès remarquables, notamment la production des écoles. Dans le domaine agricole. La production des écoles et la production des légumes. Même durant le Ramadan passé, on s'est permis de dire qu'on n'a pas besoin de tomates dans le pays voisin. C'était de nouveau parce que nos agriculteurs ont pu produire sur les besoins des marchés. Donc il faudrait aussi que ça se maintienne. L'autosuffisance alimentaire, le président en a parlé. Durant le premier mandat, il avait lancé il avait placé l'autosuffisance alimentaire comme étant. Et on constate que le taux de satisfaction des besoins en riz sont de l'ordre de 90% ou de 95%. Ils étaient de 80% en 2019, ils sont maintenant de 95 à 90%. Et aussi, au niveau de la production des maraîchères, c'est beaucoup amélioré. Céréalières. Malheureusement, je n'ai pas de chiffres pour les céréalières, mais un vieux journaliste expérimenté comme vous, certainement. Moi, je crois quand même que sur le plan des secteurs productifs, vraiment, sur lesquels également le président de la République a insisté, c'est important, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand même, il y a vraiment une nouvelle orientation vers la production agricole, vers l'élevage également. C'est un secteur également qui fait partie des priorités. On a vu déjà pendant le premier mandat tout ce qui a été fait. Depuis d'ailleurs l'exposition de Timbedra, on a vu les grandes décisions qui avaient été prises et dont beaucoup ont déjà été réalisées. On a vu également ce qui s'est en fait au niveau de la région du Haut-Charqi, qui est vraiment la capitale de l'élevage. On a vu tous les grands projets qui ont été lancés avec la table ronde qui avait été organisée et qui avait été financée par les partenaires au développement. Et donc sur le plan également du développement de l'élevage, il y a eu vraiment des jalons assez importants qui vont être poursuivis parce que quand même c'est un secteur qui est extrêmement important. On sait que la Mauritanie est quand même l'un des pays les plus riches en élevage d'Afrique. Et donc c'est quand même une ressource qui doit être mise en valeur. Pour l'élevage, pendant que vous parlez d'élevage, sans t'interrompre, du moment que le président a parlé d'inflation et de cherté de la vie, il faudrait travailler sur les prix des produits qui sont issus de l'élevage. Aujourd'hui, quand le prix de la viande il est extrêmement cher pour un pays qui exporte des bétail, le prix aussi du lait, qui est de lait local, il est extrêmement cher par rapport au lait importé. Donc moi, je pense que
Il faut valoriser la production. Il y a des choses à faire. Il faut, surtout si on veut lutter contre... les prix, c'est bizarre. Les produits que nous produisons localement, sans avoir besoin d'importer des intrants, coûtent plus cher. Notre riz, le riz produit localement, il a pratiquement le même prix que le lait international, sinon il est plus cher. Le lait que nous produisons localement, il est plus cher que le lait importé. Et la viande, la viande rouge, c'est la même chose aussi pour la viande blanche, surtout pour le poisson. Je ne sais pas, le poulet peut-être non. Ils sont extrêmement chers. Donc, en termes de lutte contre l'inflation et de la cherté de vie, je crois qu'un accent doit être mis. Et c'est déjà pas mal parce que ces produits sont des produits locaux, ils sont produits localement, on ne les importe pas, il n'y a pas de taxe douanière, il n'y a pas de bateau. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils soient excessivement chers. Tout à fait, tout à fait. Moi, je crois que c'est quand même, il faut agir sur le marché. Je crois que tout ça est lié aussi au marché local qui doit quand même, qui mérite d'être réorganisé parce que nous assistons en tout cas de manière assez régulière à des hausses des prix qui parfois ne s'expliquent pas. Et bon, généralement, nous savons que nous sommes dans une économie de marché, une économie libérale, mais n'empêche que l'État est toujours là pour réguler un peu tout cela. Donc, je crois que sur ce plan-là également, il y a une orientation pour essayer vraiment d'influer sur le marché pour pouvoir vraiment contrôler un peu cette politique des prix qui est appliquée par les commerçants, en tout cas de manière générale. Dans son discours, il a également insisté sur la gravité de certaines crises internationales qui secouent le monde et face auxquelles il a appelé les citoyens mauritaniens à rester unis comme un seul homme. Il y a des tourbillons partout. Il a dit qui nous entourent. Il a dit les crises sécuritaires, économiques et environnementales. Voilà. Qui nous entourent. Donc c'est très clair. Pas besoin de faire un dessin. Donc si nous ne sommes pas unis, si le front intérieur n'est pas fort, on peut être emporté facilement. Tout à fait. Donc c'était un appel. Le président a appelé au travail et il a appelé à l'unité. Parce que ce n'est pas simple, l'environnement géostratégique et mondial même, parce qu'à l'heure où nous vous parlons, nous ne savons pas s'il y a eu le déclenchement d'un conflit majeur au Moyen-Orient. Vous savez, le conflit de l'Ukraine s'est pratiquement transposé au Sahel. Voilà, nous avons ressenti ici le conflit en Ukraine, de blé à flamber et des hydrocarbures flambés. Donc, ce sont des conflits qui sont extrêmement graves, qui peuvent avoir leurs incidences ici. Et s'ils sont en face d'un peuple qui n'est pas uni, un peuple qui n'est pas solidaire, c'est la balkanisation. Et c'est pour cela que le président nous a appelés à être unis. Et nous lui répondons présent, Monsieur le Président, nous resterons unis. Et il nous a demandé aussi à retrousser nos manches, c'est-à-dire travaillons. C'est-à-dire que nous, les Mauritaniens, généralement, on préfère, comme moi et Bakary, on préfère beaucoup parler. Je crois qu'on doit travailler. Moi, je crois que... On peut unir les deux, parler et travailler. Effectivement, moi, je crois qu'on peut joindre l'utile à l'agréable, comme on dit. Effectivement, en tout cas, le président de la République a bien donc souligné ces dangers qui nous entourent. Effectivement, nous vivons dans un monde quand même qui est très agité. Donc, je vais un peu parler de l'autre aspect concernant les changements climatiques. On sait également que là, c'est également une nouvelle donnée avec laquelle on doit compter. Et on sait que la Mauritanie vraiment est pratiquement en tête de liste parce qu'on sait que c'est un pays désertique, c'est un pays qui est vraiment menacé également par ce qu'on appelle également la hausse, le danger plutôt marin. Donc c'est un facteur qui est très important également, qui fait que c'est pris en compte aujourd'hui dans nos politiques, ce changement climatique. Donc, ce sont des dangers avec lesquels il faut compter. Et la Mauritanie, sur ce plan, en tout cas, on sait qu'elle a fait des pas également importants parce qu'elle fait partie aujourd'hui, au niveau de la COP, en tout cas, l'un des pays vraiment qui, sur ce plan, a respecté un peu tout ce qui a été exigé. Et on sait que nous ne sommes pas classés parmi les pays, en tout cas, qui émettent... Nous subissons les émissions des effets de gaz de serre. Le principe pollueur-payeur n'est pas fait. Je crois que la banque verte qui devrait être mise en place, ou le fonds vert, je crois que nous n'en profitons pas, malgré que nous avons fourni de grands efforts pour produire de l'énergie à partir de l'éolien et à partir du solaire.
Nous avons fourni de gros efforts, mais nous restons aussi, malheureusement, nous continuons, nous sommes un tout petit peu pollueurs, mais nous subissons les conséquences d'émissions des gaz à effet de serre qui sont commis par des pays occidentaux et asiatiques. Et nous les subissons en termes de dérèglement climatique, c'est-à-dire que nous avons des pluies hors saison, nous avons des inondations, nous avons des sécheresses prolongées, nous avons la détérioration des moyens de subsistance des populations locales, le changement de cadre de vie, la déforestation, plutôt l'avancée des déserts, l'avancée des dunes, tout ça. Nous subissons ça de plein fouet. Et ça, c'est l'un des aspects qui est un peu révoltant de l'injustice du ordre mondial. Ceux qui polluent ne payent pas. Et nous avons des moyens limités pour pouvoir faire face aux conséquences de la pollution qui est engendrée par d'autres usines qui ne sont pas dans notre continent. Nous ne sommes pas seulement dans ce cas, c'est tous les pays du Sahel qui en souffrent, c'est tous les pays qui souffrent de désertification qui en souffrent. Excuse-moi de t'avoir perturbé. Tout à fait, moi je crois que c'est ça, donc je crois que vous avez tout dit concernant ce point. On va terminer sur une question, à savoir quelles seraient les priorités pour le gouvernement qui sera mis en place très prochainement. Selon vous, quels sont les chantiers prioritaires? Les chantiers prioritaires, c'est la jeunesse. Premièrement, le chantier prioritaire, c'est la sécurité et la stabilité. Nous ne devrons pas badiner avec ceux qui mettent en danger notre sécurité et notre stabilité, ceux qui peuvent constituer des facteurs de désunion entre notre peuple. Notre unique force aujourd'hui, ce peuple de 5 millions d'habitants, c'est cette religion commune, c'est cette unité à laquelle nous nous attachons fortement dans les temps, quand il y a des tensions, quand il y a des problèmes. Nous restons attachés. Chacun de nous est attaché à l'autre. Ça, c'est un point. Et c'est dans l'empare. Et c'est extrêmement important. Deuxièmement, il faut envoyer un message très fort à la jeunesse. Un message très fort. Il faudrait que sa délégation voit le jour le plus tôt possible. Et il faut aussi envoyer un signal fort. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que le pays était victime d'une gabegie outrancière. Non, je pense que là où il y a argent, en principe, il y a détournement. Mais ce qui est important, c'est de surveiller, c'est de contrôler, c'est de faire un contrôle a posteriori, un contrôle après. Ce qui est très important, c'est ça. Donc, il faudrait aussi envoyer des signaux forts, laisser les organes de contrôle faire leur travail en toute impartialité et surtout en toute indépendance, et laisser la justice aussi faire son travail. Ça, c'est des choses qui sont... Ça, c'est des urgences pour le moment. Premièrement, la sécurité et la stabilité, il faut continuer. La stratégie intégrée de sécurité, il faut la mettre en œuvre parce qu'on est menacé à l'extérieur et il se peut qu'il y ait de relais à l'intérieur. Et les jeunes, il faut qu'ils voient que l'engagement est là. Les prévaricateurs, il faudrait qu'ils comprennent que les temps ont changé. D'ailleurs, il y avait une lutte contre la gabegie durant les premiers mandats. Je suis un peu informé sur ça. Mais je crois que cette fois-ci, le président veut donner de la vigueur à la lutte. Donc, la gabegie, la jeunesse, la sécurité et la stabilité sont... Et évidemment, il faut continuer la politique sociale, les filets sociaux, la protection des plus pauvres. Et vous aurez le privilège d'avoir le dernier mot. Merci. Moi, je vais juste résumer rapidement. Moi, je crois qu'il y a quand même des priorités que je vais résumer très rapidement. Donc, la première priorité, c'est vraiment un apaisement généralisé de la scène politique. Je crois que c'est très important. Le gouvernement doit quand même poser un acte dès le départ pour essayer de stabiliser la situation politique, pour lui permettre vraiment de travailler dans les meilleures conditions possibles. Deuxième priorité pour moi, c'est la jeunesse, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'attentes. Donc là, le président de la République s'est engagé à faire de ce mandat le mandat de la jeunesse. Et on sait que la jeunesse fait face à beaucoup de défis donc d'emploi, défis d'éducation, etc. Je crois que sur ce plan-là également, on doit poser des actes dès le départ. Et troisième défi maintenant, c'est également au niveau également des populations. Il faut que également, concernant par exemple l'accès par exemple aux services sociaux de base, eau, électricité, il faut que sur ce plan-là, les prix également, qu'on puisse agir sur ça, qu'on prenne vraiment des décisions qui puissent vraiment marquer le début du mandat et pour que les populations puissent être rassurées. Voilà, merci beaucoup, chers confrères. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci également aux équipes techniques qui ont assuré la mise en onde, la réalisation de ce numéro de votre émission Zoom Sur. Un grand merci à l'équipe de production et un merci particulier à la coordinatrice de l'émission Rabia Deida pour sa parfaite préparation. On se donne rendez-vous très vite. D'ici là, passez d'agréables moments à suivre les programmes de la télévision de Mauritanie. Au revoir.